Eh bien, il est temps de commencer cette première conférence qui ouvre donc ce cycle de 3 conférences. Bienvenue. Et nous saluons donc Monsieur Jean-Luc Racine qui a accepté l'invitation de l'association Taishan. Monsieur Jean-Luc Racine, vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS. Vous êtes également chercheur senior au think tank Asia Centre. Vous avez publié et dirigé une douzaine d'ouvrages sur l'Inde et sur l'Asie du Sud, et vous êtes donc spécialiste de l'Inde, mais également de l'Afghanistan et du Pakistan. Récemment, vous êtes intervenu sur de nombreux médias, que ce soit France Culture, Radio France Internationale ou France 24, à propos de la situation afghane, et vous avez rédigé à cet effet de nombreux articles que vous avez publiés dans Le Monde diplomatique, Orient 21 ou encore Politique étrangère. Jean-Luc Racine, merci d'être avec nous ce soir. La parole est à vous. Merci beaucoup et merci de cette invitation. En fait, le papier Politique étrangère et le papier Monde diplomatique vont sortir. Politique étrangère, je crois que ça sort la semaine prochaine et pour le diplôme, c'est bientôt aussi. Voilà, ça a été dit, donc il y aura un cycle de conférences. Il me revient de l'inaugurer, alors que je suis probablement parmi les 3 orateurs celui qui connaît le moins bien l'Afghanistan. C'est un paradoxe, mais c'est ainsi, puisque moi, ma formation de chercheur s'est faite pendant de longues années en Inde, et puis à partir du moment où, au travail de terrain sur les questions de développement, s'est développée la ligne de recherche géopolitique. Évidemment, l'Inde menée au Pakistan et le Pakistan a mené à l'Afghanistan. En introduction, en préambule, je dirais, avant de parler de questions géopolitiques ou avant d'essayer de rappeler à grands traits ce qu'est l'histoire de l'Afghanistan, qui est une histoire très significative en ce sens que le carrefour afghan a toujours attiré de multiples, soit envahisseurs, soit voisins un peu entreprenants. Mais avant d'aborder ça, je pense qu'il est nécessaire d'ouvrir cette conférence en soulignant que le pays fait face aujourd'hui à une véritable catastrophe humanitaire. La situation afghane est définie comme étant la plus grave crise du moment, et quand on sait ce qu'est la situation en Éthiopie par exemple et ailleurs, selon l'ONU, qui suit les choses de très près et qui a une mission de longue date en Afghanistan, et cette mission fonctionne toujours, plus de la moitié de la population serait en situation d'insécurité alimentaire, dont 3 millions d'enfants, dont 1 million sur les 3 seraient quasiment condamnés. Et tout ça est évidemment accentué par l'effondrement économique et bancaire. Je dis bancaire parce qu'il y a des dizaines de milliers de gens qui ne sont plus payés. Cet effondrement qui s'est accentué avec l'arrivée à Kaboul, le retour plutôt à Kaboul des talibans, le 15 août dernier. Il faut ajouter à ça entre 3 et 4 millions de personnes déplacées, c'est-à-dire pas des migrants qui ont quitté le pays, mais des gens qui ont été déplacés au sein même de l'Afghanistan. Il faut ajouter une longue sécheresse depuis plusieurs années qui frappe l'agriculture dans un pays majoritairement rural. Et donc la situation est véritablement catastrophique. Et je trouve que finalement on n'en parle pas beaucoup. Donc je voulais souligner ça. Je laisserai bien sûr à mon collègue Gilles de Ronsoro le soin d'expliquer ce qui s'est passé, puisque lui ça fait 15 ans qu'il annonce que l'aventure occidentale en Afghanistan est vouée à l'échec. Et donc il vient de publier un livre au titre très intéressant mettant en avant le concept de gouvernement transnational. Ça c'est un terme diplomatique. Les talibans dénonçaient soit Hamid Karzai comme soit Ashraf Ghani, les 2 présidents qui se sont succédés
après la chute du premier régime taliban, eux ils les appelaient des marionnettes. C'est un peu simpliste, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu des faiblesses structurelles du gouvernement. Je reviendrai là-dessus. Or, il se trouve que, bien sûr, la gestion de la crise humanitaire, c'est aussi une question internationale, comme l'était la politique d'intervention après les attentats du 11 septembre, et comme l'était en parallèle la volonté fluctuante de construire un État afghan, de reconstruire un État afghan après le 11 septembre. Donc je vais commencer, ça a été dit, par un rappel historique, parce que ça me paraît absolument nécessaire, et puis rappeler quelques données fondamentales. Le pays, c'est à la fois, alors de longue date, le carrefour des empires, je vais y revenir, et puis c'est aussi de longue date, vous avez certainement entendu la formule, le tombeau des empires. Le tombeau des empires, la formule est venue après la fin des guerres anglo-afghanes, que j'évoquerai dans un instant, a été évidemment réaffirmée avec l'échec de l'intervention soviétique, et puis est réaffirmée maintenant avec le départ des Américains. Donc, la carte le montre, l'Afghanistan, c'est un État enclavé, plus grand que la France, pour une population, alors là, c'est symptomatique. Il y a des chiffres officiels qui vous disent 35 millions, il y en a qui disent 39, donc on est entre les deux, en estimation. C'est, comme chacun le sait, c'est une terre de montagne, avec donc la chaîne de l'Hindou-Kush, qui monte quand même jusqu'à plus de 7000 mètres dans une pointe là, à l'est, en bordure du Pakistan. Mais c'est aussi une terre de plaine fertile et une terre de désert. Mais évidemment, l'importance de la structure montagnarde, c'est toujours bon pour les guérillas, si on les appelle comme ça. Donc ce carrefour de peuples, j'y viendrai dans un instant, c'est, je l'ai dit, une histoire au carrefour des empires, de l'Antiquité à aujourd'hui. Empire grec sous Alexandre le Grand, qui a créé plusieurs villes, qui ont changé de nom, mais bon, là on est au IVe siècle avant Jésus-Christ. C'est l'empire perse des Achéménides, des Sassanides, des Safavides, et ça nous mène du VIe siècle avant Jésus-Christ jusqu'au XVIIIe siècle. Entre-temps, venu du nord, Tamerlan, qui donc brûle des villes, mais finira par établir une dynastie, dont sera issu Babur, le premier des grands Moghols, qui crée donc la dynastie des Moghols en Inde. Donc là, c'est la magnificence d'Agra et du Fort Rouge, etc. Mais Babur, le premier des grands Moghols, c'est un Timuride qui vient de Kaboul. Donc une très riche histoire culturelle de la civilisation gréco-bouddhique que vous avez ici à l'écran de la Bactriane. Ça c'est aux environs du 1er siècle après Jésus-Christ, jusqu'aux activités liées aux routes de la soie, avec un certain Marco Polo qui passe par le nord de l'Afghanistan dans son voyage vers la Chine. Et puis, avant lui, évidemment, l'islam arrive très vite du monde arabe, et ça va donner, pour partie, une architecture très voisine de celle des grands khanats d'Asie centrale, dont le plus bel exemple afghan est... Alors, entre-temps, ça, c'est la forteresse d'Herat, et je peux vous dire que c'est un bâtiment impressionnant,
La première date d'Alexandre, il y en a eu toute une suite, parce que tout a été rasié, reconstruit, et donc là, on est dans ce type de grande forteresse de terre qu'on va retrouver à Peshawar, ce sera plus petit, mais etc. Donc la puissance, la guerre sont partout présentes dans tout cela. Et puis, donc, sur le plan spirituel, voilà la grande mosquée de Mazar-i Sharif, où une tradition locale dit que la mosquée abrite le tombeau d'Ali, le calife qui donne naissance aux chiites, alors que pour la plupart des chiites, Ali repose à Najaf en Irak. Donc il faut jamais oublier ce qu'est cet héritage historique fait de multiples influences, qui se marque aussi par une diversité ethnique et linguistique qui illustre cette carte. Bon, on n'entre pas dans les détails, mais vous voyez que certaines couleurs, l'orange des Turkmènes mord un peu sur le nord de l'Afghanistan, le violet des Baloutches mord un peu sur le sud de l'Afghanistan, les Tadjiks, évidemment Tadjikistan, mais aussi une bonne part d'Afghanistan jusque de l'est jusqu'à l'ouest, et puis la tache jaune pâle, ce sont les Pashtuns, c'est-à-dire le groupe ethnique qui fait à peu près 50% de la population. Les Tadjiks c'est un quart, les Ouzbeks 10, et après c'est de moins en moins. Donc là, on a un problème d'épistémologie de la recherche sur cette question ethnique, parce qu'il y a eu une longue tradition, évidemment, de savoir occidental qui a souvent réduit l'histoire afghane à une histoire d'ethnie contre ethnie. Ça n'est pas faux, c'est un peu plus compliqué dans la réalité, parce que comme vous pouvez l'imaginer, dans une ethnie, en particulier dans la plus importante, les Pashtuns, il y a des clans. Et des clans, ce sont des clans qui peuvent être très opposés les uns aux autres, et on retrouve ces oppositions dans la vie politique d'aujourd'hui. Donc, importance des affiliations ethniques et des clans, prédominance des Pashtuns dans la vie politique. Hamid Karzai est Pashtun, Ashraf Ghani, le président qui lui a succédé et qui s'est enfui le 15 ou le 16, est aussi un Pashtun, mais dans le système de la République islamique, donc qui s'est effondré à la mi-août, il y avait un président et des vice-présidents. La règle du jeu, c'était si le président est Pashtun, ce qui est toujours le cas, eh bien l'un des adjoints va être autre chose, tadjik ou ouzbek, et éventuellement le deuxième adjoint va être Hazara, c'est-à-dire cette minorité chiite qui a été victime du premier règne des talibans jadis. Alors les Pashtuns, c'est important, pas seulement par leur nombre, mais aussi par le cousinage, et le terme est faible, avec les Pashtuns pakistanais. Il y a davantage de Pashtuns au Pakistan, mais le Pakistan c'est un pays de plus de 200 millions d'habitants, donc les Pashtuns sont minoritaires au Pakistan, très importants dans l'armée pakistanaise, et donc très importants dans les services secrets pakistanais, qui eux-mêmes sont très importants dans la vie politique afghane. Et donc, cette affiliation des Pashtuns le long d'une frontière qui a été dessinée en 1893, mais qui n'a jamais été reconnue par l'Afghanistan indépendant, pas même sous le régime des talibans, le premier régime des talibans. Tout ça explique pourquoi, en 2010, le grand diplomate américain Holbrooke avait lancé sous Obama ce concept d'AFPAC, Afghanistan-Pakistan, pour dire que il n'y avait pas un théâtre stratégique afghan et un théâtre stratégique pakistanais, il y avait un théâtre stratégique afghano-pakistanais. Bon, ça c'est évidemment parce que, je vais y venir, parce que
on ne comprend pas la naissance des talibans sans se référer au jeu pakistanais. Alors, il y a une très longue histoire de guerre que je vais commencer en allant aussi vite que possible au XVIIIe siècle, avec l'assassinat. C'est une histoire marquée d'assassinat. C'est un métier très à risque que d'être à la tête de l'Afghanistan. De Nadir Shah, c'est la fin de la domination perse. Un nouveau Shah est élu par les djirgas, les grandes assemblées des anciens et des chefs tribaux. 1747, il faut replacer ça dans ce qu'est le contexte qui se développe alors de la lutte entre les Français et les Anglais en Inde, qui va se solder en 1757 par la bataille de Plassey, où les Britanniques l'emportent sur des souverains locaux alors que l'Empire moghol est en train de s'affaiblir, et les Français exitent, restent les comptoirs de l'Inde. Et donc à ce moment-là, évidemment, un des acteurs majeurs va être la Compagnie des Indes orientales, qui va donner ensuite le British Raj, l'Empire britannique des Indes, et qui va connaître une phase d'expansion parce que, d'où le titre de ma conférence, dès la fin du XVIIIe siècle et a fortiori tout au long du XXe siècle et au-delà en fait, va se déployer ce qu'un des agents secrets de la compagnie, Connolly, qui est un peu oublié aujourd'hui, avait appelé le grand jeu, un concept qui va devenir célèbre avec Kipling dans son roman de Kim, où Kim est donc ce jeune anglais indianisé après la mort de ses parents, qui va être recruté comme espion pour voir ce qui se passe dans les territoires du Nord. Et donc tout au long du XIXe siècle, la crainte, pas de tous, il y a eu des tas de débats au sein de la Compagnie des Indes et à Londres, mais finalement, les décennies passant, Londres s'est inquiété de ce qu'aurait pu être une descente de l'Empire russe vers l'Afghanistan, vue comme étant la porte vers une éventuelle conquête hypothétique de l'Inde. Et donc on aura 3 guerres anglo-afghanes à partir de 1839 jusqu'en 1909, pour la dernière. C'est le grand jeu. Et ça, c'est une illustration du grand jeu sur un jeu vidéo qui s'appelle le grand jeu. Ça fait partie de ces vidéos de War Games, mais ça illustre parfaitement la Perse, la Russie, la Chine. On la voit pas beaucoup ici parce que quand se déploie le grand jeu, surtout dans la deuxième moitié du XIXe siècle, au tournant du XXe siècle, l'Empire chinois est en train de s'affaiblir. La République de Chine de Sun Yat-sen est proclamée en 1910. Mais donc l'Inde, l'Afghanistan, évidemment, là, bon, c'est une carte où c'est encore l'Inde et il n'y a pas encore la partition de 1947 avec le Pakistan. Donc, indépendance en 1919, avec une suite de souverains modernisateurs, mais ces modernisateurs, et c'est très instructif, vont se heurter à la fois aux chefs tribaux et aux oulémas. Les oulémas, c'est-à-dire le grade au-dessus du mollah de village, les oulémas, ce sont les gens qui maîtrisent le savoir de l'islam. On aura 3 constitutions qui vont se succéder des années 20 aux années 60. Les premières élections en 1965, avec, sans surprise évidemment, une majorité conservatrice dans les mains des grands propriétaires et des chefs tribaux. Mais tout cela va faire apparaître 2 forces qui vont définir ce qui va se passer ensuite. D'un côté, des communistes, parce qu'un certain nombre d'officiers de l'armée afghane auront été formés à Moscou, et de l'autre, ce qu'on appelle désormais les islamistes. Donc en 1973, coup d'État au sein de la famille royale. L'auteur du coup d'État, Mohamed Daoud, s'appuie sur les communistes, mais va essayer de les marginaliser ensuite. Donc Moscou n'est pas très satisfait.
Daoud est assassiné, son successeur est assassiné. Les soviétiques se décident pour sauver le régime communiste affaibli à intervenir en décembre 1979 et qui est assassiné à son tour? Ce qu'avait été le premier chef communiste. Donc ça fait quand même 3 leaders du pays qui sont assassinés en quasiment 3 ans. Donc cette intervention soviétique, qui va durer donc de 79 à 89, va véritablement définir le cadre de l'histoire contemporaine de l'Afghanistan. Parce que contre les soviétiques va se cristalliser ce qu'on peut appeler le temps du djihad. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer ça. Save me from my friends. Ça, c'est un des émirs d'Afghanistan entre le lion britannique et l'ours russe. On aurait pu, c'est une gravure de Punch, le magazine britannique, mais qui est assez symbolique de beaucoup de choses. Donc, le temps du djihad, c'est celui où on va voir, donc, ça je laisse sur les guerres anglo-afghanes, là ce sont les lanciers du Bengale qui passent en grande tenue dans les étroits passages qui mènent de l'Empire des Indes en Afghanistan. Les voilà, les Moudjahidines. Donc ces Moudjahidines vont très vite avoir, puisque on est dans les dernières années de la guerre froide, un soutien international, un soutien international qui met à la fois en première ligne les Américains par le biais de la CIA, les Saoudiens qui financent, par l'intermédiaire des Pakistanais qui se refont une virginité après avoir eu des ennuis avec les Américains, parce que les Américains savent que les Pakistanais sont en train de se doter d'une arme nucléaire sous la dictature militaire de Zia-ul-Haq, mais avec l'Afghanistan, Zia-ul-Haq devient un des instruments privilégiés de la résistance anti-soviétique. Et tout ça amène finalement le retrait russe. Alors vous avez vu les images du retrait américain, le retrait russe, c'est ordonné. Et, les gars sont sur leur char, saluent les Afghans qu'ils quittent. Bon, c'est aussi une image de propagande, mais enfin c'est pas une photo trafiquée. Le problème, c'est qu'après le départ des Soviétiques, les Moudjahidines entrent dans ce qui est une manière de guerre civile. C'est une quasi-guerre civile entre différentes factions, qui évidemment favorise le gangstérisme des grands axes où tous les camionneurs sont systématiquement rançonnés. Et donc pour calmer le jeu, pour s'ouvrir une voie vers les ressources énergétiques d'Asie centrale, pour avoir un pouvoir d'influence en Afghanistan contre l'Inde, l'ennemi quasi héréditaire, le Pakistan va soutenir un mouvement naissant dans le sud de l'Afghanistan en 1994, les talibans, nés donc dans la région de Kandahar, la grande ville du sud, d'où vient celui qui va être le chef historique des talibans, puis l'émir de l'émirat islamique d'Afghanistan, donc quand les talibans qui commencent donc en 94, qui prennent dès 94 Kandahar, qui prennent Kaboul dès 96, eh bien ils entrent à Kaboul et naît à ce moment-là donc le premier émirat islamique d'Afghanistan. Un voile d'obscurantisme religieux tombe sur l'Afghanistan, la répression des femmes est connue. Dans les acteurs d'aujourd'hui, dans l'émirat 2.0 qui s'est mis en place, on retrouve des fondateurs. Bon, le Mollah Omar est mort en 2013, mais on ne l'a su qu'en 2015. Il y a eu un autre émir qui s'est fait tuer par un drone américain en revenant d'Iran, dans le Baloutchistan pakistanais. Vous voyez comme le jeu est simple.
Mais si vous prenez l'émir d'aujourd'hui, sur lequel je parlerai dans un instant, il était le ministre de la Justice du premier gouvernement, le Mollah Baradar, vice-premier ministre, était un des fondateurs auprès du Mollah Omar, Akhundzada l'émir aussi, etc. Donc on a certes une nouvelle génération de jeunes combattants, mais dans les leaders, on a des gens qui étaient là au départ. Alors, cet émirat première mouture se fera connaître, entre autres, pour un ministère au nom charmant qui s'appelle le ministère pour la promotion de la vertu et la répression du vice, c'est-à-dire en fait la police religieuse. Bon, c'est pas typiquement afghan, hein. Ça existe en Arabie Saoudite, les Iraniens ont quelque chose d'à peu près semblable. Et donc, les excès envers les droits de l'homme, la menace grandissante d'Al-Qaïda, puisque parmi les Moudjahidines, dans ce combat symbolique contre l'ennemi soviétique athée, on a eu donc ce grand mouvement de combattants venus du Moyen-Orient, venus d'Afrique du Nord, venus d'Asie centrale, parfois venus des Philippines, etc. Mais avec évidemment la cristallisation sur la figure de Ben Laden, qui lance en 98 les 2 attentats contre les ambassades américaines en Afrique de l'Est. Et donc là, à partir de ce moment-là, il va y avoir un sérieux problème que va aggraver en mars 2001 la destruction des Bouddhas de Bamiyan, qui n'est que, je veux dire, on a revu la même chose avec Daesh qui détruit Palmyre, parce que et les Bouddhas et Palmyre, c'est pas islamique. Et tout ça se termine évidemment par le 11 septembre 2001. Et là, ce qu'il y a de très remarquable, c'est que les talibans, qui auraient pu s'en sortir en livrant Ben Laden, refusent de le livrer. Alors là, on invoque les traditions culturelles des Pashtuns, l'hospitalité et tout ça, mais en réalité, il y a eu un amalgame étroit, il y a eu des mariages, y compris d'ailleurs Ben Laden, une de ses femmes était la fille du Mollah Omar. Donc ça a créé des liens au-delà de l'idéologie, et donc l'ONU vote 2 résolutions en 2001 qui vont en fait donner une bénédiction onusienne à ce que va être la coalition menée par les États-Unis et grossie par l'OTAN, avec une partie des anciens moudjahidines, particulièrement ceux de l'Alliance du Nord de Massoud, sauf que Massoud, comme vous le savez sans doute, a été assassiné 2 jours avant le 11 septembre par un attentat suicide. Et donc, les talibans vont être balayés en quelques semaines. Cette défaite va ouvrir la page du nouvel Afghanistan post-2001, qui est défini par la conférence de Bonn en décembre, et une autorité intérimaire se met en place, avec un président intérimaire, Hamid Karzai, qui va ensuite, la Constitution étant votée, devenir véritablement président, faire 2 mandats, puis passer la main en 2014 à Ashraf Ghani, qui lui succède à la présidence de la République islamique. En fait, dans la construction de l'État, il y a un Parlement, mais c'est vraiment un régime présidentiel, plus évidemment le poids des anciens chefs des guerres, ce qui fait que d'un côté, la communauté internationale lance une politique d'aide, définie par une 12aine de conférences internationales à compter de 2002, mais aussi une politique qui veut reconstruire l'État. On dit parfois sur un modèle occidental, bon, pas forcément, mais enfin, et comme le montrera Gilles Laurent-Soro, ça n'a pas vraiment très bien marché. Or, les talibans chassés du pouvoir sont accueillis au Pakistan. Les leaders à Quetta, la capitale du Baloutchistan pakistanais, des combattants dans les zones tribales pakistanaises, zones de montagne, tout va bien, on retrouve des tas de combattants venus d'un peu partout.
Et là, on retrouve donc ce qu'est vraiment l'AFPAC, l'Afghanistan-Pakistan, avec ce rôle clé des zones tribales, en marron sur la carte, qui étaient jusqu'à peu des zones de statut très particulier, à peuplement pachtoun, à tradition guerrière, qui ont été le bouillon de culture, en fait, de tous les mouvements djihadistes de la région. Face à ça, la coalition de l'OTAN, avec donc de multiples pays, même si les Américains sont de loin les plus importants, de très loin. Dans la première phase, ça s'appelle la Force internationale d'assistance à la sécurité, ISAF en anglais, mais qui met en place aussi des équipes de reconstruction provinciales, les PRT, qui essaient donc de cumuler sécurité et développement, ce qui ne marche pas toujours très bien, il faut bien le reconnaître. Ce qui explique que en 2009-2010, je laisse aussi quand même juste pour dire, là on est en 2009, il y a 43 nations qui participent. Alors certains mettent 1000 hommes, les Américains en mettent à ce moment-là 45 000, plus tous les privés et compagnie. Mais ça ne fonctionne pas très bien et Obama va décider de ce qu'on appelle en bon français le surge, c'est-à-dire de hausser les troupes américaines jusqu'à 100 000 hommes. 100 000 hommes, c'était le maximum des troupes soviétiques. Mais vous le voyez dans la courbe des chiffres en rouge, le haut des colonnes, c'est le nombre de morts américains par année dans les troupes américaines. Mais ce surge va très vite s'affaiblir et qui plus est, très vite, Obama commet une erreur stratégique en annonçant longtemps à l'avance qu'en 2014, Washington commencera à retirer les troupes. Comme on dit les talibans aux Américains, vous avez les horloges, nous on a le temps. Et donc à partir du moment où est annoncé le début du retrait des forces américaines, et qui plus est, alors on a vraiment du mal à comprendre comment une telle erreur a été possible, l'annonce du retrait des troupes américaines coïncide avec le changement de régime d'Hamid Karzai à Ashraf Ghani. Mais ça coïncide à quelques semaines près. C'est-à-dire qu'un nouveau gouvernement doit faire face au début du retrait des forces américaines. Je n'ai pas d'explication. En tout cas, les choses se compliquent. La couverture de Time à la fin du règne de Karzai, donc le dit, Karzai est seul, alors qu'au début c'était le chouchou de George W. Bush, entre autres. Et donc très vite, à partir du moment où les troupes de l'OTAN se réduisent et deviennent la mission de soutien résolu, admirez la formule, c'est-à-dire que pour l'essentiel maintenant les troupes forment l'armée afghane qui passe en première ligne et il y a simplement des forces spéciales pour les cas difficiles. Donc évidemment la montée des talibans en puissance se manifeste dès 2004-2005 et va s'accroître au fil des temps. Et donc finalement, en 2018, Trump considère qu'il faut mettre fin aux guerres sans fin. Et donc il entame des négociations avec les talibans. Bon, il y a toujours eu des contacts avec les talibans. Les talibans ont ouvert un bureau politique à Doha, au Qatar, dès 2012, mais vraiment actif à partir de 2013, quasiment à l'instigation des Américains, de façon à avoir un conduit pour pouvoir parler avec eux. Mais les vraies négociations commencent, ça c'est Ashraf Ghani avec son turban et le numéro 2 Abdullah, avec des élections contestées, les deux opposants ont été réunis
par médiation américaine. Et voilà l'accord de Doha au Qatar, le 29 février donc 2020. Vous avez le Mollah Baradar d'un côté, avec son beau turban, et l'émissaire américain, lui-même afghan d'origine. Et cet accord de Doha, il est, pour les talibans, on gagne sur tous les tableaux, parce qu'ils ont bien compris que les Américains veulent partir, et donc il y a des engagements qui sont pris. Les talibans n'attaqueront plus les forces américaines, ce qu'ils font. Mais évidemment, ils continuent les attaques contre les forces afghanes, ils continuent les assassinats ciblés, entre autres contre les journalistes, et les femmes journalistes, c'est encore mieux. Et surtout, le gouvernement américain négocie au Qatar sans la présence du gouvernement afghan. Le gouvernement afghan est informé par l'émissaire américain qui passe régulièrement à Kaboul, à Islamabad, voire à Moscou et ailleurs, mais ça explique pourquoi l'une des promesses de l'accord de Doha, à savoir les Américains se retirent, mais les talibans s'engagent à ouvrir un dialogue qu'on appelle inter-afghan, c'est-à-dire entre eux et le gouvernement de Kaboul et éventuellement d'autres forces politiques. Il y aura des tentatives, mais ça va tourner court. Et quand, en janvier 2021, Joe Biden arrive au pouvoir, il suit très exactement la ligne de Trump, puisque lui aussi avait dit dans sa campagne qu'il faut mettre fin aux guerres sans fin. Et donc, à partir du moment où Biden annonce le 14 avril le début du retrait total des troupes, pour les talibans, c'est la victoire annoncée. Le gouvernement est faible, l'armée pour laquelle des financements considérables, l'armée afghane a payé un très lourd tribut à la lutte contre les talibans, mais elle va vite s'effondrer, mal équipée, démoralisée face à un régime politique qui est lui-même divisé. Et donc, sur le plan militaire, on va avoir donc en avril 21 la rapidité avec laquelle les talibans vont accroître la présence des talibans, donc c'est l'orange. En gris, c'est les zones contestées, c'est-à-dire les zones où les talibans ont du pouvoir, là où ils occupent, mais généralement, ils peuvent occuper les villages, mais ni les villes, ni les grands axes. Et donc, vous voyez, en quelques mois, ils occupent les trois quarts du pays, et finalement, tout est quasiment orange le 15 août, quand ils entrent dans Kaboul sans combattre, alors qu'en une semaine, sont tombés Kunduz, la grande ville du nord, Herat, la grande ville de l'ouest, Kandahar, la grande ville du sud, Mazar-e-Sharif, l'autre grande ville du nord, et Kaboul le 15, dans beaucoup de cas, sans combattre. Et donc, l'image des talibans, c'est pas simplement les moudjahidines de jadis revus et corrigés, hein. On a bon, je laisse passer ça. On a l'image classique des guerriers talibans en sandales, etc. Bon, avec leur kalachnikov. Ça, c'est une patrouille après la prise de Kaboul. Mais ce qu'on oublie, c'est que les talibans, ils ont aussi leurs forces spéciales qui sont là à l'aéroport. Et alors là, regardez leur équipement. Ils ont la caméra sur le casque, ils ont le gilet pare-balles, ils ont tout ce qu'il faut. Ça, c'est l'unité Badri 313. Pourquoi Badri 313 ? Badri, c'est la première victoire du prophète dans la lutte contre ses ennemis, où il remporte la victoire avec simplement 313 partisans, mais qu'il l'emporte sur des forces plus nombreuses. Donc évidemment, tout est symbolique. Et avec toujours... regardez, ils sont 4,
il y a le drapeau des talibans, le drapeau blanc, alors que le drapeau de Daesh est un drapeau noir, avec la shahada, c'est-à-dire avec l'affirmation que l'on est musulman. Et là, le chef des forces spéciales, il a lui aussi fixé dans le dos le drapeau des talibans. La question, c'est, on a gagné. Il y a eu en bleu, là, un dernier bastion, l'un des fils du commandant Massoud et un des vice-présidents d'Ashraf Rani essaient de lancer la résistance dans la fameuse vallée du Panjshir que le commandant Massoud avait tenue jusqu'au bout. Sauf que maintenant, la situation n'est plus du tout la même. Les talibans contrôlent tout le nord de l'Afghanistan et donc la vallée du Panjshir n'a plus de voie échappatoire vers le Tadjikistan voisin. Ils tiennent 2 semaines ou un peu plus et puis c'est terminé. Donc les talibans contrôlent tout. La question, c'est comment on gouverne. Alors, je sais que le temps passe, mais je vais essayer de faire des citations aussi courte que possible. Dès le 9 mai, l'émir, donc Abatullah Akhundzada, qui fait des interventions rares et jamais de visu, tient un discours pour célébrer la fin prochaine du Ramadan. Par la grâce spéciale d'Allah, qu'il soit glorifié et exalté, nous célébrons l'Aïd alors que notre pays est sur le point d'atteindre l'indépendance et la pleine liberté. C'est le 9 mai. Cette nation a le droit de vivre en accord avec ses normes religieuses, doctrinales, morales et culturelles. Le monde, y compris les Nations Unies, doit reconnaître et respecter ce droit. Donc on a un nouveau type de discours, et en même temps, alors on offre amnistie et affection, c'est une citation, en voulant rassurer, en disant que non, il n'y a pas de problème, les élites afghanes, on en a besoin, ne partez pas, pour l'éducation, c'est primordial, et il y a même une partie du discours qui s'adresse aux combattants talibans en disant surtout, ne succombez pas à l'hubris et à l'arrogance, respectez les droits de chacun où que ce soit. C'est beau comme l'antique. Et après l'arrivée au pouvoir, quelques jours après, 2 jours après, innovation, les talibans tiennent une conférence de presse avec un porte-parole qui va devenir ministre, Zaïboullah Moudjahid. Nous avons pardonné à tous ceux qui nous ont combattus. Il aborde la question des femmes. L'Émirat confirme leurs droits dans le cadre de la charia. Alors après, ça veut dire quoi? C'est toute la question. Volonté de paix intérieure, etc. Un journaliste lui demande est-ce que les talibans ont changé? Parce que ça, c'est le discours qu'on a entendu depuis longtemps. Les talibans ont changé. Maintenant, ils maîtrisent Facebook, Twitter, ils ont des sites, maintenant on a du mal à accéder aux sites, ils ont des sites web où tout est documenté, les violences du camp adverse, les victoires, les soldats de l'armée afghane qui désertent, etc., etc. Qu'est-ce que répond Moudjahid? En matière d'idéologie et de valeurs, notre nation est musulmane maintenant comme il y a 20 ans. Mais en termes d'expérience, de maturité et de vision, il y a une énorme différence, sous-entendu, dont témoigneront les actions à venir. Donc on tient un discours qui cherche à rassurer et en Afghanistan même et la communauté internationale. Il faut attendre quelques semaines pour que se mette en place un gouvernement qui, de façon assez intéressante, est autodéfini comme étant un gouvernement intérimaire. La promesse faite par les talibans, y compris dans la conférence de presse, c'est d'avoir un gouvernement inclusif. Alors inclusif, ça peut s'entendre de 2 façons. D'une part, c'est pas seulement Pashtun, et de fait, dans ce gouvernement, il y a 85% de Pashtun et 5 ou 10%, même pas de non-Pashtun, mais c'est aussi ouvrir un gouvernement à d'autres forces politiques que les talibans, et c'est aussi, et pas seulement de façon symbolique, ouvrir le gouvernement aux femmes.
C'est vraiment pas le cas, et je pense que c'est pour ça qu'ils ont autodéfini leur gouvernement comme étant provisoire. Sous-entendu, on a besoin d'un gouvernement provisoire. Après tout, après 2001, il y a eu un gouvernement intérimaire, mais les choses vont évoluer. En réalité, l'équipe qui se met en place, donc sous la haute autorité de l'émir Akhundzada, à gauche, on reprend les anciens en mettant à la tête, non pas comme on le croyait, le Mollah Baradar en bas à gauche, turban noir, qui s'était fait connaître de la communauté internationale en l'étant le chef des négociations de Doha. Et donc, on le disait, ce sera le Premier ministre, ça sera un signe d'ouverture. Pas du tout. Il est rétrogradé en quelque sorte vice-premier ministre adjoint avec un autre à côté, un Afi, mais prend la tête du gouvernement. Akhund, alors c'est un vieux dessin, Akhund a maintenant une belle barbe blanche, qui était à la tête d'un comité directeur des talibans quasiment depuis 20 ans et qui bien sûr était un des hommes clés du Mollah Omar de jadis. Je m'étais amusé à compter, puisqu'il y a eu 3 ou 4 phases de constitution du gouvernement. Je m'arrête simplement à la première. 52 ministres et leurs adjoints. Sur les 52, il y avait 34 mollahs ou des oulémas, c'est-à-dire des personnalités religieuses. 34 sur 52. Même dans l'armée, aussi le chief of staff était un militaire. Un bon nombre de commandements des 6 corps d'armée, ce sont des mollahs aussi à la tête. Donc c'est un gouvernement véritablement religieux. Toujours pas de femmes, on y travaille, il faut assurer la protection des femmes, il faut que ce soit... Même chose pour expliquer pourquoi les jeunes filles, dans la plupart des provinces, ne sont pas admises à l'école au-delà du primaire. Donc, de façon assez symbolique d'ailleurs, le ministère des Affaires féminines du gouvernement précédent reste toujours un ministère, mais on enlève Affaires féminines et on remet promotion de la vertu et répression du vice. Dans la mesure où le ministère de la promotion de la vertu et de la répression du vice a évidemment, entre autres, les femmes à l'œil. Donc, vous aurez l'occasion d'aller plus loin avec les autres orateurs. On a au total un pays en crise économique, humanitaire, sécuritaire. Pourquoi sécuritaire? Parce qu'il y a la menace de Daesh. Alors Daesh, très rapidement, existe une filiale de Daesh, le Daesh du califat Irak-Syrie, qui s'appelle État islamique au Khorasan. Le Khorasan, c'est le vieux nom historique de cette région centrée sur l'Afghanistan, mais qui déborde sur l'Iran. L'Iran a une province qui s'appelle Khorasan, qui déborde un peu sur l'Asie centrale, qui mord sur les franges du Pakistan. Et Daesh, c'est quelques milliers d'hommes. Mais là-dedans, il y a d'anciens talibans pakistanais, il y a des talibans afghans qui ont trouvé que pourquoi on négocie avec les Américains, qu'est-ce que c'est que ce truc, on rejoint des durs de durs. Et puis, il y a différents mouvements islamistes de la région, en particulier d'Asie centrale, plus des gens de ces mouvements qui sont allés combattre en Syrie et qui sont revenus. Donc se déploie, c'est mon 4e point, le nouveau grand jeu. Le nouveau grand jeu, c'est l'internationalisation du problème afghan, qui est donc une vieille histoire qui remonte au minimum au XIXe siècle quand on prend la formule au pied de la lettre, mais en fait qu'on peut faire remonter bien avant dans l'histoire.
La conférence de Bonn était déjà évidemment une conférence internationale après le 11 septembre et la chute des talibans pour essayer d'avoir une espèce d'accord minimal entre les puissances pour savoir que faire avec le problème afghan. À partir de 2011, comme les choses commencent à devenir vraiment compliquées, on voit se mettre en place le processus d'Istanbul, parce que dans le jeu, il y a évidemment les Turcs. Il faut quand même savoir qu'un certain nombre de pays d'Asie centrale parlent, sont turcophones, et que le mouvement séparatiste et terroriste basé dans une des provinces afghanes des Ouïghours du Xinjiang chinois s'appelle le Parti islamiste du Turkestan. Donc c'est pas simplement les Iraniens, les Pakistanais, les Américains, les Russes, les Saoudiens, les Qataris, il y a aussi les Turcs dans l'affaire, donc se monte ce qu'on appelle le processus d'Istanbul, avec 16 pays et les organisations internationales, qui pendant des années va dire et répéter toujours la même chose, on est pour un processus de paix mené par les Afghans, approprié par les Afghans, c'est la formule, hein, Afghan-led, Afghan-owned. Tout ça ne fait pas vraiment avancer les choses. Les Russes donc décident d'y ajouter ce qu'on appelle le format de Moscou, à partir de 2017, où là, il y a les Russes, les Chinois, les Afghans, les Pakistanais, les Iraniens et les Indiens. C'est assez rare d'avoir en même temps les Iraniens et les Indiens. La dernière réunion du format de Moscou, c'est le 20 octobre de cette année, où en marge, là on est en 2018, donc la deuxième année du format de Moscou, vous avez Serge Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, on voit Zarif, le ministre iranien des Affaires étrangères, et puis Lavrov, encadré par 2 représentants talibans, dont tout en noir, à sa gauche, celui qui dirigeait alors le bureau de Doha, avant que Baradar ne le prenne en main. Il y a aussi le format intéressant qu'on appelle la Troïka Plus. La Troïka, c'est États-Unis, Russie, Chine. Le plus, ce sont les Pakistanais, avec parfois plus, on y rajoute des talibans, on y rajoute des Qataris. Et puis, il y a bien sûr l'Organisation de coopération de Shanghai, cette grande structure régionale mise en place par les Russes et les Chinois, qui a pris force dans les années 2010, pour stabiliser l'Asie centrale, et que l'Inde et le Pakistan, qui étaient des observateurs, ont rejoint en 2017. Le prochain à rejoindre, ce sera les Iraniens, et les Afghans sont des observateurs aussi. Et puis, alors là, évidemment, tout ce beau monde s'est réuni pour discuter qu'est-ce qu'on fait avec l'Afghanistan, comment on stabilise. Et il y a eu, pour le reste, les visites d'émissaires talibans à l'étranger qui ont donné un crédit à un mouvement. Alors c'est très marrant parce que quand on lit l'agence TASS ou les organes de médias russes, à chaque fois qu'ils citent les talibans, c'est mis entre parenthèses mouvement terroriste interdit en Russie. Mais ça n'empêche pas les leaders du mouvement terroriste interdit en Russie d'être reçus à Moscou, mais ils ont été reçus à Pékin, à Téhéran, à Ankara, et il faut se rappeler qu'ils ont été reçus à Chantilly en 2012. La France avait essayé de jouer un rôle, le Japon a essayé aussi, côté français ça a vite tourné court, et avant le retour des talibans au pouvoir, où Wang Yi, le ministre chinois des Affaires étrangères, reçoit le Mollah Baradar. On est à Tianjin, on est en juillet, on voit bien que les grands acteurs comprennent bien qu'il y a intérêt à cultiver ceux qui risquent fort de revenir au pouvoir, même si les Américains pensaient que le gouvernement Rouhani tomberait dans 6 mois ou dans 8 mois et non pas dans quelques semaines. Alors, tout ce beau monde, de façon assez étonnante, affiche un certain consensus sur les attentes envers le régime, gouvernement inclusif, il ne se passe rien, droits de l'homme et des femmes, il ne se passe rien, et ce qui est le vrai du vrai, le cœur du problème pour beaucoup, la lutte antiterroriste.
Ce qu'il y a de remarquable en tout cas, c'est que aucun pays n'a reconnu le nouveau régime. Mais enfin, il faut se rappeler que lors du premier émirat islamique, donc il n'y avait que le Pakistan, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis qui avaient reconnu le régime taliban. Le Pakistan avait quand même attendu 7 mois. Donc là, c'est pas tout à fait étonnant, mais il y a quand même une harmonie de discours. Alors d'un côté, évidemment, les Russes accusent les Américains d'être responsables du chaos afghan, les Chinois, évidemment, les Iraniens, n'en parlons pas. Mais en tout cas, les talibans cherchent véritablement à avoir une reconnaissance internationale, a fortiori dans le contexte de crise humanitaire et économique. Ça marche pas. Ils ont proposé un de leurs porte-parole comme ambassadeur à l'ONU. Non. Mais en même temps, il y a des positions différentes. Il y a des pays qui n'ont jamais fermé leur ambassade. Les Russes, les Chinois, les Pakistanais, les Iraniens, les républiques d'Asie centrale, sauf le Tadjikistan qui, lui, est farouchement anti-taliban. Le Qatar, qui sert de porte ouverte sur le monde pour les talibans et aujourd'hui pour les ambassades qui ont quitté Kaboul, comme l'ambassade de France, et qui se replient au Qatar. Et puis il y a certains qui étaient partis et qui reviennent, comme les Émirats Arabes Unis. Tout ce nouveau grand jeu se développe aussi par le biais de floraison de rencontres internationales, avec la question qui y assiste, qui n'y assiste pas. Alors, il y a évidemment les formats très larges à l'ONU, il y a l'Organisation de coopération de Shanghai, où il y a quand même beaucoup de monde. En septembre, ils se sont réunis. En octobre, c'était une conférence centrée sur les pays asiatiques au Kazakhstan, où il y avait aussi beaucoup de monde. Il y a eu le G20 à Rome en octobre, qui a tenu une réunion sur l'Afghanistan. Et puis, de façon plus significative, il y a des formats réduits. Delhi, en novembre, organise le 3e dialogue sur la sécurité régionale, entre guillemets. En fait, ça, ce sont les conseillers à la sécurité nationale de pays qui ont à en connaître, comme dirait l'autre, l'Inde, la Russie, l'Iran, les 5 républiques d'Asie centrale. Le Pakistan est invité, il décline en disant c'est pas possible, les Indiens non. Les Chinois, eux, c'est embêtant, mais ils ont un problème de calendrier. Et le problème de calendrier pour aller à Delhi ne les empêche pas d'être le lendemain à Islamabad, où on a là une rencontre Troïka Plus, où le monde étant bien fait, se trouve alors à Islamabad le ministre des Affaires étrangères taliban qui va pouvoir avoir donc des discussions avec les représentants des grandes puissances. Donc les grands acteurs aujourd'hui, évidemment les États-Unis, mais dans le chaos du retrait raté, évidemment l'image américaine en a pris un coup. Ça n'a pas empêché Joe Biden de dire que l'intervention afghane est un succès puisque d'un côté Ben Laden a été abattu en 2011. Et que de l'autre côté, en dépit de ce chaos, les Américains ont réussi à exfiltrer 120 000 personnes, dont une majorité d'Afghans. En tout cas, ça, évidemment, ces images, c'est pain béni pour Pékin, pour Téhéran et pour Moscou. Ça renforce ce discours sur le déclin de l'Occident. Mais pour autant, prenons garde, l'Afghanistan post-américain, ça n'est pas un monde post-américain. Mais pour autant, aucun pays proche n'accepte des bases américaines, alors qu'il fut un temps où il y avait des bases américaines au Pakistan et dans 2 républiques d'Asie centrale, ce qui mécontentait fortement et Moscou et Pékin. Mais en même temps, évidemment, et c'est ce qu'explique Joe Biden, l'enjeu majeur aujourd'hui, ça n'est plus ce qui se passe dans les confins afghans pour Washington, c'est le grand jeu indo-pacifique, qui est un élément clé de l'échiquier de la dualité États-Unis-Chine. Bon, je vais passer sur le détail pour faire un petit tour d'horizon sur les attentes antiterroristes, parce que ça, c'est fondamental pour les grands acteurs.
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour de nombreux pays, et j'allais presque dire pour tous les pays, il y a ceux qui le laissent comprendre, il y a ceux qui ne le disent pas mais qui le pensent quand même, les talibans, somme toute, ce sont des islamo-nationalistes. Le problème avec les talibans, c'est que dans leur première incarnation, ils ont laissé des djihadistes internationaux, à commencer par Al-Qaïda évidemment, se développer et se servir de l'Afghanistan comme base. Donc s'ils respectent leur engagement de ne plus accueillir des groupes du djihad international, Daesh, c'est une autre question. Parce que là, il y a une lutte entre Daesh et les talibans pour des raisons qui sont en partie idéologiques et en partie, nous, on est l'émirat islamique. L'heure du califat n'est pas encore arrivée. En tout cas, l'inquiétude de la Russie et de Pékin au premier chef, mais pas seulement, ce sont ces mouvements, et du Pakistan, ce sont ces mouvements islamistes, djihadistes, qui préexistent à Daesh et qui visent leurs États. Les talibans pakistanais visent l'État pakistanais. Ils ont été écrasés après 2015 par l'armée pakistanaise qui a mis des années pour se décider à les réprimer, mais quand ils ont fait la bêtise de faire un carnage dans un lycée militaire à Peshawar, quand même 130 élèves tués, donc un certain nombre de ces talibans pakistanais ont passé la frontière, sont allés en Afghanistan, ce qui explique qu'une des bases de Daesh en Afghanistan, c'est la province frontière de l'Afghanistan, le Nangarhar. Mais pour la République d'Asie centrale, c'est le mouvement islamique d'Ouzbékistan et c'est le parti islamique du Turkestan, c'est-à-dire les Ouïghours. Donc les gars de l'Ouzbékistan qui avaient des liens étroits avec les talibans, certains gardes du corps du Mollah Omar, c'était des Ouzbeks, évidemment ne tient pas à les revoir, d'autant que certains de ces gens, des Ouzbeks ou des Ouïghours, sont allés combattre en Syrie et sont revenus, donc avec un certain savoir-faire, on va dire. Pour les Pakistanais, donc le Tehrik-e-Taliban, qui étaient donc les talibans pakistanais qui ont germé dans les zones tribales, qui étaient, comme je vous le disais, un bouillon de culture de tous les mouvements djihadistes autour de l'Afghanistan, y compris ouïghours, a repris du poil de la bête et a recommencé des attaques à la fois contre des policiers ou des forces armées pakistanaises et contre la minorité chiite, un point qui les rapproche des gens de Daesh. Et puis pour les Indiens, c'est le risque de voir renforcer avec le retour des talibans les deux grands mouvements djihadistes pakistanais qui opèrent au Cachemire, le Lashkar-e-Taiba et le Jaish-e-Mohammed. Quant aux Iraniens, évidemment, ils s'intéressent au sort des chiites tout en fermant les yeux quand il y a quelques petits accrochages, mais surtout, ils voudraient surtout pas que le Jundullah, qui est le mouvement sunnite séparatiste du Baloutchistan iranien, en bordure de l'Afghanistan et du Pakistan, ne soit stimulé lui aussi ou ne trouve des bases arrière au sein de l'Afghanistan. Et donc, à tous ces mouvements plus localisés, s'ajoute donc pour tous les États la menace de Daesh, qui est absolument prédominante, qui est une grande inquiétude en particulier pour Moscou. Les deux derniers points, et je m'arrête ensuite, restent des questions internationales, puisque c'est le dilemme des sanctions. Face à la crise, qu'est-ce qu'on fait avec les sanctions? Dès que les talibans ont repris le pouvoir, l'administration américaine a gelé les avoirs de la banque centrale afghane qui était aux États-Unis. Les Européens ont fait à peu près la même chose, mais les sommes étaient moins grosses. Mais quand on ajoute les deux, ça fait quand même 10 milliards de dollars. Et qui plus est, et la Banque mondiale
et le FMI ont suspendu les crédits qu'ils devaient accorder au gouvernement qui est tombé. Donc, on a un pays qui est sous le coup de sanctions internationales, dont le système bancaire s'effondre avec donc des dizaines de milliers de gens qui ne sont plus payés, avec une crise humanitaire absolument dramatique. Et donc tout le problème, c'est comment faire passer l'aide humanitaire sans que l'argent tombe dans les caisses du gouvernement taliban. Donc c'est là où la mission de l'ONU, l'UNAMA, la mission de l'ONU en Afghanistan est importante, mais où les ONG, et je suppose évidemment que Nassim Majidi, dans la 3e conférence, en dira beaucoup plus, mais c'est une question décisive. Parce qu'on a d'un côté les Russes, les Chinois, les Pakistanais qui disent il faut lever les sanctions, et après tout c'est de l'argent afghan, il faut que ça revienne à l'Afghanistan pour relancer l'économie. Mais on trouve aussi dans le camp de ceux qui ont cet argument, on trouve aussi Amnesty International et la Croix-Rouge internationale. Donc là, c'est pas simplement du jeu anti-américain. C'est la situation est tellement tragique que peut-on se permettre de maintenir des sanctions qui bloquent 10 milliards de dollars alors que le pays en aurait besoin. Et le dernier point, si les choses se stabilisaient, et c'est ainsi décisif, c'est le potentiel afghan. L'Afghanistan, c'est une terre de richesse minière remarquable, avec du cuivre. Les Chinois ont mis la main, mais ils n'ont rien fait depuis, pour des questions sécuritaires, sur ce qui est la 2e mine de cuivre la plus grande du monde, tout près de Kaboul. Mais il y a aussi des foules de métaux, y compris des métaux stratégiques, dont un particulièrement stratégique aujourd'hui, le lithium. Sans lithium, il n'y a pas de téléphone portable, sans lithium, il n'y a pas de voiture électrique. Donc ça peut attiser évidemment l'intérêt d'un certain nombre de gens, mais pour ça, il y a non seulement un besoin de stabilité, mais un besoin de connectivité, c'est-à-dire relier l'Afghanistan aux pays voisins. Or, il y a bien une grande route circulaire et des branches qui vont vers les voisins, mais c'est mal entretenu et évidemment le coût d'une guerre, ça fait quand même 40 ans de guerre en continu, de guerre ou de semi-guerre. Et puis il y a à proximité de l'Afghanistan le grand corridor économique sino-pakistanais, 60 milliards d'investissements promis par les Chinois, qui relie donc l'est de la Chine à la mer d'Arabie, aux portes du Golfe, via le Pakistan. Ce que veut faire la Chine, c'est avoir des branchements du corridor pakistanais vers l'Afghanistan, alors que par le nord, ils ont aussi leur présence en Asie centrale, donc c'est une deuxième voie. Comme le Pakistan empêche les Indiens de commercer avec l'Afghanistan par la voie de terre, les Indiens, avec les Iraniens, ont développé le port de Chabahar aux portes du Golfe, avec une voie ferrée et une route qui remonte vers l'Afghanistan. Ça permet de contourner l'obstacle pakistanais. Mais aujourd'hui, on voit que les Chinois pointent le bout de leur nez à Chabahar. Et les Indiens qui ont investi près de 3 milliards de dollars dans des projets de développement en Afghanistan sont aujourd'hui les grands perdants du retour des talibans. Même si les talibans leur ont dit « vous inquiétez pas, on a besoin de vous, il faut que vous continuiez vos programmes de développement, etc. » Mais les Indiens, eux, contrairement à beaucoup d'autres pays, n'avaient jamais discuté avec les talibans. Il y a eu quelques petits contacts comme ça, services secrets, etc. Mais le premier vrai contact, c'est en juillet, et c'était un peu tard. Et puis, il y a les projets énergétiques qui ont déjà commencé, les projets de voies ferrées. Alors, c'est des projets... Il y en a un qui certainement verra le jour, c'est celui de gauche, qui est le projet qui part de Chine et qui va jusqu'en Iran, par le nord de l'Afghanistan. Ça, il y a déjà des bouts qui commencent. Pour le reste, vers le Pakistan, ça me paraît très, très, très incertain.
Et je voudrais pas terminer. Les vieux projets de gazoduc d'Asie centrale vers le Pakistan et l'Inde, ça a commencé mais c'est bloqué. Et il y a quand même quelque chose qu'exporte l'Afghanistan, où c'est le numéro 1 et de loin, c'est l'opium. L'Afghanistan, c'est 80% ou un peu plus de 80% de l'opium dans le monde. Ça a d'ailleurs été une source de financement essentielle pour les talibans. Plus c'est foncé, plus il y a d'opium. Et ça, c'est l'évolution de la production. Donc, par rapport aux années 90, on est toujours en hausse. Et 8%, nous dit l'ONU, de 2020 à 2021. Donc, c'est un peu fâcheux que le domaine où l'Afghanistan est le numéro 1 mondial, c'est l'économie de l'opium et ses circuits internationaux. Donc, je conclus. Urgence humanitaire. Nécessité de stabilité et de sécurité. Les talibans en sont-ils capables? Une situation géographique qui reste donc inscrite dans cette histoire de carrefour, jadis des empires, aujourd'hui des puissances. Certains plaident pour que l'Afghanistan devienne officiellement un État neutre. Alors on est loin de cela, puisque pour être officiellement un État neutre, il faudrait d'abord déjà être un État internationalement reconnu. Et puis on voit que se joue autour de l'Afghanistan et au-delà une dualité qui structure le monde d'aujourd'hui et sans doute encore plus le monde de demain, avec d'un côté une Eurasie sino-russe, et de l'autre un Indo-Pacifique piloté par les Américains, mais avec le fameux Quad, États-Unis, Inde, Japon, Australie, entre autres. Et est-ce que, au confluent de ces deux dynamiques, on verrait un autre Quad qui n'existe pas officiellement, mais qui pourrait apparaître, où on retrouverait la Russie, la Chine, l'Iran et le Pakistan? Rien n'est simple, encore une fois, dans l'Afghanistan et dans son histoire compliquée. Je vous remercie. Il nous reste à peu près 10 minutes. Nous allons faire circuler un micro dans la salle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. D'autres pays continuent à essayer d'exfiltrer des personnes qui sont en danger, et on a l'impression qu'en France c'est terminé, que la France a fait sa bonne action. Les artistes afghans ont été accueillis à Lille grâce à l'énergie déployée par la maire de Lille, Martine Aubry, mais on a l'impression que le gouvernement français n'est pas du tout clair. Alors, écoutez, moi, mon silence sur la France dans cette conférence n'a rien à voir avec les élections à venir. En revanche, vous l'avez dit vous-même, personne dans cet amphithéâtre n'ignore à quel point la question des migrants est un sujet explosif pour les divers candidats. Donc, j'aurais deux éléments de réponse.
Il y a celui-là qui fait que finalement le Quai d'Orsay écoute certaines voix qui ont les moyens de se faire entendre pour faire venir des artistes, des journalistes, etc. Sciences Po Lille a joué son rôle là-dedans, comme d'autres institutions académiques. Mais évidemment, le gouvernement français ne va pas faire une campagne pour dire l'Afghanistan c'est dramatique, il faut qu'on accueille quelques dizaines de milliers d'Afghans plutôt que 3000. Le climat politique est beaucoup trop plombé par cette question immigrée, puisqu'il y a à la fois immigrés, réfugiés, bon, enfin, tout le monde sait ça dans cette salle. Après, pourquoi j'en ai pas parlé? J'en ai pas parlé parce que sous François Hollande, la France s'est retirée d'Afghanistan. La France avait, à un moment, 4000, entre 4000 ou un peu plus de 4000 soldats. Donc c'était nettement moins que les Britanniques et eux-mêmes étaient nettement moins que les Américains, mais c'était plus que beaucoup de pays. D'autant plus que la France a une présence historique dans l'Afghanistan, avec le lycée Istiqlal de Kaboul, qui fait qu'un certain nombre d'élites afghanes étaient ou sont encore francophones, d'une part, et puis avec la fameuse mission archéologique française en Afghanistan, dont on devrait célébrer le centenaire l'année prochaine, qui a contribué plus que tout autre à exhumer le très riche héritage archéologique afghan. Mais Hollande a décidé de retirer ses troupes. Alors ça peut se comprendre dans la mesure où il y avait aussi, pour la France, le Sahel, c'est plus menaçant que l'Afghanistan, dans la mesure où en Afghanistan, il y a d'autres qui sont censés s'occuper de lutter contre le terrorisme international, où vous imitez des guillemets ou pas de guillemets. La France avait gardé des formateurs, y compris des gendarmes qui formaient leur équivalent afghan, mais plus de forces combattantes ni de forces spéciales. Donc évidemment, les Français sont là quand, au G20 à Rome, ils sont là, à l'ONU, ils sont là. Il y a eu des initiatives françaises avec un ou deux pays européens à l'ONU pour faire passer telle ou telle résolution, mais ça reste diplomatique. Et on a entendu parler évidemment de l'évacuation des ressortissants français et d'un certain nombre d'Afghans liés à la France avec le départ de l'ambassadeur Martinon. Mais au-delà d'une tradition culturelle qui est restée vivace aussi longtemps que possible, qui pourrait éventuellement être préservée ou pas. Sur le plan stratégique, la France n'est plus un acteur décisif. Donc quand on combine le fait qu'elle ne soit plus un acteur décisif sur le plan, quand je dis stratégique, disons géopolitique, elle peut faire entendre sa voix en tant que membre permanent du Conseil de sécurité, et elle peut faire entendre sa voix, mais d'un côté, il y a le fait qu'elle n'est pas partie prenante de la Troïka, elle n'est pas partie prenante de toutes ces structures plus limitées que j'évoquais, d'un côté, et puis de l'autre côté, il y a le point que vous soulevez, à savoir que, on a accueilli 3000 Afghans, maintenant, si on pouvait s'en contenter, ça permettrait de ne pas alimenter les campagnes électorales sur la France est ouverte aux nouveaux envahisseurs. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Apparemment, c'était clair. Bon. Eh bien, Jean-Luc Racine, merci d'être venu ce soir à Sciences Po Lille pour parler avec nous. Et du coup, je rappellerai une dernière fois que donc c'est l'ouverture d'un cycle de conférences sur l'Afghanistan et que les deux suivantes sont complémentaires et ne vont pas se répéter. Donc, si vous avez été intéressé, eh bien, ce sera l'occasion de compléter votre savoir lundi prochain. Et puis,
le 13 décembre. Merci.